se mettre en première file? Oui, volontiers. Prenez place. Alors bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus pour la présentation de ce projet de recherche. Je vais juste vous expliquer un petit peu le contexte de ce projet de recherche. Donc, il s'intitule « Comment interpréter la parole des gens, de la retranscription à l'interprétation ». Donc nous, c'est une question qu'on a commencé à se poser quand on était à l'école avec Véronique. Et puis ensuite, on a eu la chance d'avoir cette proposition de projet de recherche qu'on a continué à 3, puis ensuite à 5. Voilà, sur cette question, comment on interprète cette parole. Alors le thème, eh ben, on est parti de ce lieu, en disant c'est quoi son histoire avant que ce soit une école de théâtre. Et donc on a trouvé que c'était une usine qui s'appelle Gaulet-Buchel. Je vous laisserai l'occasion de voir quelle usine c'était en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient dans cette usine. Et le concept, ça a été d'essayer de retrouver des gens qui ont travaillé ici, donc on en a retrouvé pas mal. On en a interviewé 7 en tout. Donc de manière différente, mais chaque fois ici. Donc il y en a certains, c'est par des visites, d'autres c'était à table, etc. Et l'entièreté en fait de cette matière a fait 13 heures d'interview. Et ensuite on a décidé de retranscrire ces 13 heures d'interview, la totalité en fait, le plus fidèlement possible à la parole qui nous a été donnée. C'est-à-dire vraiment avec leurs hésitations, leurs fautes de langage, les temps qui ont été pris dedans. Et tout ça, ça a fait 500 pages de texte. Et c'est à partir de ces 500 pages qu'on a commencé à se poser des questions. À savoir comment on fait. Donc, par la suite, on n'en a pris que 20. C'est la forme qu'on va vous proposer. Mais sur ces 500 pages, c'est là où on s'est dit, bon, comment on fait, comment on interprète cette parole. On est 3, ils sont 7 déjà. Et puis ensuite, qui on est par rapport à eux, comment on fait pour ne pas les imiter. On n'aura jamais leur carrure, leur vie, leurs expériences de vie. Enfin voilà. Toutes ces questions-là. Et en fait, pour essayer pour nous, pour le travail, on a essayé différents systèmes, c'est-à-dire différentes façons d'interpréter la parole de ces gens-là, dont celui-ci. À l'origine, oui, j'avais mon grand-père venait de Corail et de la tarte des objets en tartue. C'était le dos des tartues. À Naples, des tartes bijoux. Et des trousses pour le maquillage des femmes. Et des montures pour lunettes. À la main, c'était. Et en même temps que le corail et les camées. Et mon grand-père, il venait à les vendre en Suisse. À Lugano, Suisse italienne. Ça, avant la guerre. Les années 40, 30, 40. Les années 30, 40. Et on avait ça dans la famille, on avait ce contact avec les perles, sont venues après. Mais parce que le corail travaillait tout près de Naples, c'est la ville principale de travail de la manufacture de corail, ça se fait à Torre del Greco, tout près de Naples. Et mon grand-père, il faisait déjà du commerce de ça, et j'avais un oncle qui avait repris le commerce en Grèce de mon grand-père. Et tout d'un coup, quand à la mort de mon père, moi j'étais à l'université, et j'ai dit, merde, j'en ai marre, je ne vais plus. De toute façon, moi je vais faire
quoi à moi, Naples, je vais plus je vais vivre. faire quoi De toute façon, moi, je vais plus vivre. Cette ville a Cette pas de ville a futur pour pas de moi. futur pour moi. Cette Je vais ville a- partir. je vais partir. Alors ça me sert à quoi? Alors, Finir ça me sert à quoi? l'université Finir pour l'université. rester à travailler à Naples? Moi, je Rester vais à plus travailler vivre à à Naples. Naples. J'y Moi, je crois vais plus. plus vivre à Naples. J'y crois Moi, je vais plus J'y vivre. crois pas J'y de crois vivre J'y crois pas assez de longtemps vivre pas assez pour voir longtemps que cette ville pour voir que change. cette ville change. Alors c'est moi qui pars, c'est moi Alors, qui va c'est moi qui changer. pars, c'est moi Et qui je va suis changer. partie. C'est moi Et qui suis vais parti. du jour au lendemain, Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. j'ai quitté Naples et j'ai été à faire des commerces, j'ai été à vendre sur les marchés. Sur les marchés. Et j'ai fait les marchés, vous avez les marchés où on avait des banques et on vendait des produits au public. J'avais pris... ouais. Alors c'est là que j'ai commencé avec à vendre des colliers, des colliers, et après je suis passée à la distribution bijoutier. Alors j'ai fait par étapes. Jusqu'à que je suis arrivée chez Gollet Bouchel, pour moi c'était vraiment arrivé au top, la plus grande maison en Europe. La plus grande maison en Les Europe. diamants, ils étaient au deuxième Les étage. diamants, ils étaient au deuxième étage. Au premier étage, il avait les perles à gauche et puis les pierres synthétiques à droite. Et les diamants, ils étaient au deuxième étage avec les pierres précieuses. Avec les pierres précieuses. Il y avait les diamants et les pierres précieuses. Le département des pierres fines, ils étaient au-dessus des perles. Il y avait un département pierres fines. Il y avait le département bijoux et la direction du roi, Bruno Meyer. Et puis au premier, il y avait les pierres synthétiques, perles, pierres synthétiques. On montait un étage, il y avait les diamants et les pierres précieuses, la direction, la facturation, et au fond, il y avait encore les bijoux, le département bijoux, le département bijoux. Et au troisième étage, ben oui, il y avait l'horlogerie, il y avait encore des stocks de pièces d'horlogerie et les pierres fines, onyx, turquoise, corail, ce qui appelait des pierres semi-précieuses. Des pierres synthétiques, c'est Pierre-Alain Colère qui était le chef des pierres synthétiques. Alors Girolami, conciergerie, alors Yves Thoman, Odile Thierry des formalités, Luciano est aux perles, Théodore est aux perles, Mireille Pahu et Elisabeth Epli, bah, c'était les secrétaires de direction. Ensuite, Bernard Sellier qui vous allez voir bientôt, puis Marc Chevalier au diamant. Et l'ancien chef des diamants, c'était Yann Hall. Et puis Michael RT, c'était un commercial. André Aubert, alors lui, c'est un personnage. Michel Lux, mais c'est quelqu'un, bah voilà, qui a créé Pearl Evolution. Alors, Gilbert, il est où? Mince, il est où Gilbert? Il est vivant. Son fils, il est vivant. Odette Gaulet, Jean Desprats, non Jean Desprats c'est mort. Ligard, Racine, François Gaulet, Roselette Gaulet, François Gaulet, Bruno Meyer. Ça, c'est le dirigeant phare. Il est mort il y a 1 an. Son fils, Christophe Meyer, il est en vie. Catherine Merlier, elle est physio quelque chose. Mais ils sont là, ils sont vivants. Marguerite Gaulet, elle est vivante aussi. Bella, Bonne-Mère, Chevalet, Duloramis, Baptiste, Jacquet, Filier, Colère, Lutz, Miller, Dieter Müller, Mantz, Depas, Tonso, Cellier, Ramel, Mochioni, Dos Santis. Moi, je suis venu ici en 1966. J'avais 2 ans. J'avais fait 2 ans de droit en Grèce. Et puis, sur un coup de folie, j'étais aussi impliqué un petit peu dans la politique. C'était juste l'avènement de colonel en Grèce. Et bien moi, j'étais là. J'étais témoin oculaire de l'assassinat d'un type. Et puis, j'ai pris ma valise en carton, j'ai emprunté un oncle et je suis parti. Je suis arrivé en Suisse, je suis resté, j'ai connu ma femme. Ma femme, son père, il travaillait pour un grand groupe d'assurance. Il était très ami avec des personnages ici, mais le sentiment raciste qui existe aujourd'hui en Suisse comme en France existait aussi en 1966. Un grec, c'est comme un afghan ou un somalien, c'est la même chose. Donc ce beau-père, il n'a pas dit à ses copains. Il était cul et chemise avec monsieur Bruno Meyer, le grand. Monsieur, tu n'as pas un petit local, tu le fous là-dedans, on n'en parle plus, etc. Donc j'ai commencé pour faire des fiches. Après je faisais des grandes fiches. Après je faisais une bibliothèque de fiches. Voilà. Avec un salaire de 1000 francs,
Mais j'ai gagné ma liberté. Et puis j'ai eu la chance. Parce qu'à cette époque-là, tout un bande de vendeurs, sous-chefs, chefs de section, ils ont à un moment donné quitté l'entreprise. Et ce directeur-là, avec son accent des « Est-ce que vous voulez nous aider ?» J'ai dit « Mais ouais, volontiers. Mais vous allez vendre ?» J'ai dit « Bon, écoutez, j'attends que ça, hein, ça fait un moment. » Puis ça y est, j'ai commencé à faire un voyage, un succès, un machin, un truc. Ici, il savait que le matin, parce que j'ai appris aussi qu'est-ce que c'est que la rigueur suisse. J'arrivais à 8h02, il me disait « Vous êtes en retard ». J'arrivais à 8h-5, il disait « On s'en fout, c'est à 8h qu'on commence ». J'ai appris la rigueur. Donc, j'ai dû survivre. J'ai dû m'intégrer. J'ai dû faire plus que les autres. Donc, le matin, ma lumière est allumée dans mon bureau, et à 10h, Stamps, tu es encore là? Vous êtes encore là? Ni samedi, ni dimanche, ni Pâques, ni Noël, ni truc, ni machin. Tu pars, je pars. Oui, je pars. Oui, monsieur, les vacances, je m'en fous, j'avais envie de monter. Bon, j'avais un bagage dans les... J'étais à l'Uni. En plus de ça, vous voyez une période 1960, 68, 66, des révolutions, des trucs absolument incroyables. Et puis tout ça, je veux dire, je l'ai vécu. Donc aucune formation. Formation zéro. Mais j'avais ce sentiment de commerce, de risque, de trucs. Et puis j'ai réussi et je suis très content. Mais là, c'est une grande école. Dans beaucoup de domaines. Beaucoup de domaines. C'est drôle, ceux qui ont un accent, ils disent plus les mots en entier. Chez Manuela, tout d'un coup, il y a des élisions qui se font plus. Après, c'est peut-être moi aussi ma façon de retranscrire, qui a changé, qui a évolué à force. Mais c'est hyper dur, je trouve. Tu te perds vite dans les idées. En fait, j'écoute jamais la phrase en entier. J'écoute 4-5 mots max, j'arrête, je réécris les 5 mots, après je rappuie sur play, je réécris un petit bout, puis après je reviens en arrière juste pour voir le passage que j'ai fait. De toute façon, je me disais, quand je retranscrivais, que je pense qu'on perçoit différemment là les langues, nous tous. Au niveau de la mise en page, des incitations que j'aurais laissées passer, alors que toi, par exemple, tu vas les garder parce qu'elles sont importantes dans le rythme et tout. Je pense vraiment, en fait, c'est absolument pas objectif ce qu'on fait, je trouve. C'est vraiment tout sauf, on réécrit déjà un peu. Je crois que c'est une façon pour moi, je pense que c'est une façon pour moi de rester dans la réalité. Parce que moi, je suis pas quelqu'un, la politique ça m'emmerde au plus haut point, le théâtre entre théâtreux ça m'emmerde, et il faut que je trouve quelque chose, pour la survie de mon métier, pour moi, trouver quelque chose où je peux continuer à faire ce métier-là, sans me dire ce spectacle c'est un critique de spectacle. Enfin, c'est compliqué à expliquer. J'ai l'impression qu'en faisant ça, je trouve pourquoi je fais ce métier. D'aller vers les gens c'est concret, prendre leur matière c'est concret. Mais c'est simple en fait, c'est un rapport simple que j'ai avec ce projet, avec cette thématique de la parole des gens. C'est pas un truc intellectuel, ça me paraît normal. Ça me paraît normal de faire ça. C'est juste que tout d'un coup tu ouvres les perspectives d'une autre vie, de quelqu'un d'autre qui a le droit d'exister et qui est important. Et ça donne de l'importance aussi aux gens. Chaque existence a le droit d'avoir son moment d'importance et voilà. Je trouve que c'est un thème fort, l'importance de vivre pour le théâtre. Puis après, ça se traduit. Moi, j'aime les perles, ici, il y avait le mont de charge, mais c'est des bouts de vie, quoi. Et les gens, ils ont vécu ça à un moment, et pour eux, c'était important. Mais je pense que mais je tourne en rond. Mais c'est vrai que l'existence de chacun a le droit d'être estimée. L'amour.
J'ai une relation très attachante. Ça m'a toujours, je ne sais pas comment vous dire, attiré la pierre. Toujours. On ne peut, pour que soit une pierre transparente, ça m'a toujours attiré. Moi, les pierres opaques, je ne suis pas tellement. La perle, j'aime bien voir un beau collier de perles autour dans une dame. Mais c'est pas que j'aime. S'il y aurait un collier avec des émeraudes, là, ça m'attirerait plus. Tout, qu'est-ce que c'est transparent, ça m'a toujours attiré. Maintenant, c'est pas que je veux me lancer des fleurs, mais quand je suis arrivé où une vraie lapidaire, il n'y avait pas. Vraie lapidaire. C'était plutôt une maison commerciale d'achat et vente. Le vrai métier de lapidaire, ils l'ont eu quand ils ont acheté la participation à Saint-Claude, avec la maison Colin. Et autrement, ils avaient une petite lapidaire, là, comme ça. Monsieur Gollet, quand il a entendu que j'étais lapidaire, ils m'ont engagé. 3 mois d'essai. Bon, j'ai commencé. 3 mois. 8 ou 10 jours, il m'avait fait tailler des pierres un peu comme ça pour voir qu'est-ce que je sortais. Monsieur Meyer, il m'appelle. Il m'appelle, il me dit « Ah, écoutez, c'est pas nécessaire qu'on fait les 3 mois. Hein. Vous avez tout de suite le contrat, vous êtes engagé définitivement. Et puis c'est bon. » Et voilà. Il y a, et je veux les trouver, je les ai là quelque part. Faudra que je vous apprends à regarder avec la loupe. Il y a des pierres rondes. Il doit avoir 3 ou 4 mm, pas trop gros, saphir. Et on voit la structure dedans, dans la pierre, avec comme des triangles. Ça, quand je les ai vus, j'ai tout de suite mis à côté. J'ai dit, je les garde pour moi, je les garde à côté. Alors il me dit, mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont? Regardez. Ah, vous avez raison. Vous avez raison. Et vous verrez, c'est fantastique quand on voit ça dans les pierres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des quartz avec des paysages dedans comme de la mousse. C'est fabuleux. Ouais. Ça représente même un paysage, des arbres. Ça, il y en a beaucoup au Brésil. Et puis alors, les origines des pierres. Le Brésil, pendant longtemps, il a été un bon fournisseur d'émeraudes. Bah, le plus beau émeraude, c'était le colombien. Surtout pour les pierres de cendre. Le Brésil, c'était une couleur plus foncée, parce que le colombien, pour faire de la petite pierre, il était trop clair. Et alors, vous avez le rubis et le saphir, c'est la Thaïlande, c'est le Sri Lanka, c'est tous ces pays-là. Dans les pierres précieuses, alors évidemment, il y avait le brut qui venait de l'Afrique. Il y avait l'émeraude. Il y avait 3 couleurs principales, évidemment, qui étaient le saphir, le rubis et puis l'émeraude. L'émeraude, c'est un cristal à part, c'est un béryl, c'est du béryl. L'émeraude, c'est une pierre qui n'est pas très dure, qui est assez friable. C'est ça, c'est nettement moins dur que les corindons. Les corindons, c'est les saphirs et les rubis. C'est les corindons, ça a une dureté de 9 sur 10. Les diamants, c'est 10. Les corindons, c'est en dessous. Et le béryl, c'est encore en dessous. C'est peut-être 6 ou 7. Mais, donc c'est une pierre qui est pas très dure à travailler, mais qui est beaucoup plus délicate. Et le cristal est différent. C'est pas les mêmes cristaux que les corindons. Donc, c'est deux matières totalement différentes. Ça se taille de manière différente, d'ailleurs. Et ces 3 catégories de pierres dont on s'occupe au département de pierres précieuses, la 4e étant le diamant, qui est à part. Alors, vous avez le diamant, vous avez les pierres précieuses, rubis, saphir, émeraude, et après, vous avez toutes les autres pierres. Et ça aussi, c'était un département très très important chez nous. C'était le département des pierres fines. Alors, les pierres fines, c'est tout, sauf le diamant, sauf les pierres précieuses, rubis, saphir, émeraude, c'est tout quarks, tous les cristaux, tous vous pouvez imaginer, c'est toutes pierres fines. Et alors, dans les pierres fines, vous avez des catégories infinies quasiment. Ben, c'était très important chez eux. Ils avaient un stock, mais imaginez le nombre de catégories dans les améthystes. Après, il fallait avoir des améthystes taillés, il fallait avoir des améthystes cabochons, il fallait avoir les pierres calibrées.
Ça, c'était l'horreur le plus totale. Il fallait avoir des 6-4, des 7-5, des 8-6, dans toutes les qualités, dans toutes les teintes. On recevait des domaines, des demandes du monde entier. Pour y répondre, mais il fallait avoir un stock mais absolument incroyable. Mais c'était incroyable, hein. Et la valeur des perles. Un jour, on m'a mis dans les mains un collier qui valait 600 000 francs. Valeur grossiste, hein. Et vous vous dites, vous avez un collier qui a la valeur d'une maison, puisque à l'époque, les maisons étaient à ces prix-là. Et ça, c'est complètement dingue. Mais c'est complètement fou, quoi. Moi, j'ai vendu le collier Tahiti noir qui n'était jamais réalisé après le mien. Moi, j'ai réalisé un collier 18 mm Tahiti noir. Je crois que c'était encore unique au monde par rapport à la grosseur. C'était un lot d'un producteur chinois établi à Tahiti. Chaque fois qu'il arrivait à faire recouvrir un nucléo de 16 à 17 mm jusqu'à arriver à 18, il le sortait et le mettait à côté. Et tout d'un coup, il arrivait à avoir un lot de ces grosses perles. C'était 16, 19, minimum et maximum. Et il les a vendus à Andy Muller, qui se disait, mais c'est quand même beaucoup d'argent, ça, à qui on peut vendre ça? Un jour, il me dit, où est-ce qu'on pourrait vendre quelque chose d'absurde comme ça? Attends, un collier énorme comme ça, si c'est pas en Italie. Alors, Attilio, est-ce que tu as les couilles pour vendre ça? J'ai dit, mais c'est fantastique, c'est du jamais vu ça, bien sûr que j'ai les couilles, j'ai déjà le client, tu me le donnes, allez, tu me fais un soumission, tu me donnes 2 semaines, je te vends ce collier. Oui, mais je veux de l'argent, pas du blabla. Ok, combien tu veux? Je crois que c'était 100 000 francs, 150 000 francs le lot. Et maintenant, il y a une dame à Monte-Carlo qui a dit qu'il n'y a pas de limite de prix, elle veut le même collier. Je lui dis, il faut au moins 10 ans pour avoir le même collier. Désolé, il n'existe pas. Et c'était ça l'excitation. Voilà, c'était ça. C'était ça qui... Voilà, c'était ça l'amour pour le produit. Je m'en foutais de ce que je gagnais. C'était ça. En France, vous pouvez vendre des perles dans des couleurs assez chaudes qui sont un peu crème. Par contre, elles doivent être totalement propres, rondes, sans défaut. En Allemagne, vous pouvez aussi vendre une éventail de couleurs qui est assez grande, mais ils acceptent des piqûres, ils acceptent des défauts. Il faut que ça ait du lustre. En France, les défauts n'étaient pas tolérés. Il y avait des cultures. En Italie, il fallait que ça soit blanc. Il n'y a aucun crème. Ça doit être blanc et gros, donc... Et puis l'Espagne, un peu la même chose que l'Italie. Ça devait être blanc, ils ne voulaient pas crème. Le Portugal, par exemple, vous pouviez de nouveau vendre du crème. On était des artisans, c'était pas créateur. On assemblait des perles individuelles dans un objet qui... On savait qu'il devait répondre, mais on dessinait pas, je veux dire, on créait pas. Donc on était davantage des artisans on s'appliquait à faire quelque chose qui correspondait à des goûts qu'on connaissait. Je préférais le lustre, la brillance et la couleur. Moi, j'aimais les perles assez chaudes, je veux dire avec des reflets plutôt crème, rose crème, comme ça. J'avais assez le goût des Français pour ça. Les perles noires, alors bon, là vous avez, ça va du blanc au noir, vous avez un blanc un peu gris, blanc-gris, un gris très très clair, jusqu'à un gris plus foncé, gris foncé, puis après noir. Et puis également, quelquefois, avec des reflets jaunes dans la perle. Ça dépend beaucoup de la nature du sol au fond de la mer. L'huître, elle se nourrit de... Et ensuite, elle va sécréter en fonction de la nourriture qu'elle trouve dans le plancton. Et puis si vous avez des sols, je ne me rappelle plus maintenant, qui sont riches en tel et tel minéraux, bah vous avez des perles plus blanches ou plus crème, etc. Vous avez une perle comme en golden. Une très très belle perle golden, ça vaut beaucoup d'argent. Vous avez des jaunes mat et des jaunes dorés. Presque de l'or. Ouais. Ouais.
La perle, c'est la perfection naturelle. C'est l'être. L'être. Moi, si vous voulez, l'être le plus bas dans l'échelle de la création, parce que l'huître, c'est un mollusque, mais qui crée la perfection parce qu'il peut créer une sphère. Il peut créer une sphère parce que c'est le maximum de la présentation divine. C'est pourquoi dans l'univers, on a des mondes qui sont rondes. C'est le tendre. C'est l'estampe de dire le plus simple, créer Je trouve la perle, c'est le maximum de la perfection parce que la sphère, c'est l'équidistance d'un point faite par un mollusque. Qu'on peut écraser, qu'on ne mange même pas parce qu'il n'est pas bon. Et ça, c'est la nature, il peut. Et détruire ça, détruire une activité de ça, c'était un sacrilège. Détruire ça, c'est pour ça que je parle d'homicide. Il y a des gens que tu rencontres sur la simplicité et c'est quand t'es le plus simple que t'es le mieux. Simple, ça ne veut pas dire d'aller bien et que tout va bien. Simple, c'est être soi et du coup avec tout. Ça ne veut pas dire que ta vie elle est facile. La phrase que je voudrais être, c'est exactement ça. C'est d'être le plus sincère possible dans un travail théâtral, justement dans le travail du maquillage et d'en faire un pataquès autour. C'est que si tu ne trouves pas la sincérité de ton personnage et de toi, en fait de l'acteur, si tu ne trouves pas la sincérité de l'acteur là-dedans, ça ne marche pas. Questionner l'acteur face à la réalité pure et dure, mais à la vraie réalité, à un langage, à une personne complète, vraie, qui existe, qui est auteur de son texte, mais qui est le sien, profondément le sien. Et du coup, l'acteur, face à ça, il est au plus proche de sa limite, parce que du coup, il est... Évidemment, on peut prendre, évidemment, c'est facile pour nous de prendre de la distance, mais parce que aussi, c'est vachement proche de nous, et que les thèmes, dans une parole, dans 2 heures d'entretien, tu vas t'accrocher à ça, tiens, à ce moment-là, il m'a... Putain, ça, j'ai envie que ça y soit. Ben, c'est bien, mais... Certainement, moi, je ne vais pas avoir les mêmes. Je ne vais peut-être pas être touché au même endroit parce qu'on est au plus proche de la jonction et du frottement. Et du coup, c'est être très proche de soi et en même temps complètement libre. Et ça, c'est ça, cet exercice. Complètement périlleux parce que oui, c'est dans gens qui sont très loin de nous. Qu'on travaille dans une boîte où on n'aura jamais l'occasion de travailler. Une expérience de vie qu'on n'aura pas, mais qu'on aura dans l'ancienneté, à la limite. Mais malgré tout, là-dedans, nous, on va s'accrocher aussi à ce que nous, sensiblement, où c'est que ça nous a tiré. Et du coup, parce qu'il va y avoir dit... tout le truc sur le licenciement, tu vois, j'en sais rien comment ça parle à chacun de nous, ça nous parle forcément, mais enfin voilà, quelque chose qui te fait bouillonner, donc qui est très proche de toi. Mais du coup, avec une parole qui n'est pas la tienne, donc tu peux en faire ce que tu veux, malgré tout. De se plonger dans la retranscription, c'est cool. Non, mais c'est un travail tellement particulier, tellement inconnu, et là, de se plonger là-dedans, c'est fou en fait, parce qu'en même temps, ça se raccroche à des questions que je peux me poser. Tu vois, sur une certaine place de l'artiste, j'en sais rien, je peux pas me dire que, ouais, là j'ai trouvé un point de vérité, c'est comme ça qu'il faut travailler, c'est comme ça que je veux travailler, non. C'est en tout cas sur plein de points importants qui peuvent me construire en tant qu'artiste, au jeu, à l'écriture, à la perspective d'une création. En fait, ça me ramène à plein de questions fondamentales. Du coup, c'est ça qui me fait du bien, qui me booste et qui me donne envie. Je crois que je suis à un endroit où j'ai envie d'être. Je ne sais pas si je suis capable d'être à cet endroit, en tout cas, je sais qu'il y a un endroit où j'ai envie d'être. Un espèce de feeling. C'est une chose importante, elle est à faire et voilà. Il y a un truc intouchable, je ne sais même pas comment le toucher, je ne sais pas comment je vais le toucher et qui va me rester de cette expérience, mais je sens beaucoup de bénéfiques en fait dans de travailler cette matière,
Si je suis là, c'est pas pour des nefles, enfin c'est qu'il y a bien quelque chose qui peut se passer, et qu'il y a bien une vraie découverte qui peut arriver. Ouais, c'est ça qui m'excite en fait. Je pourrais jamais comprendre et je pourrais jamais sentir tout ce qu'ils peuvent mettre dans leur, tu vois, dans leurs souvenirs. Ça nous donne la possibilité d'être le plus bâtard possible en tant qu'acteur, et de pouvoir jouer avec les gens de la manière la plus bâtarde qui soit. C'est-à-dire que ce qu'on va vous dire, tous nos textes sont des vraies paroles de gens. Donc vous ne pouvez pas avoir une distance par rapport à qui est dit. Parce que ce qui est dit est forcément une vraie parole de quelqu'un. Moi, je la transforme comme je veux, et je peux vous faire croire tout ce que je veux, mais tout. J'ai l'impression que c'est ça, cette matière, c'est qu'à un moment, il y a un vrai pouvoir. Notre corps et notre entité physique, j'ai l'impression, comme ça, suffit à dérouter, en fait. Mais parce que c'est cette parole-là. Ce bâtiment, il n'a pas d'âme. C'est un château, d'accord? Vous voyez, c'était... Il n'a pas vraiment d'âme. C'est plutôt les gens qui ont vécu dedans. Les gens qui ont senti les odeurs ou... Mais évidemment, puisqu'ils ne l'ont pas détruit, il a un historique, hein? Ouais. Mais c'était complexe dans le sens où je passe toujours par derrière parce qu'il n'y a personne qui rentre par devant. Donc là, c'était que les clients. Que les clients. Donc par derrière, vous avez le parking de voitures qui était réservé au directeur. Plus vous étiez haut dans la hiérarchie, plus vous étiez proche de l'entrée. Et puis, à votre gauche, il y avait l'usine proprement dit, avec les machines qui travaillaient 3x8. À votre droite, au premier étage, c'était les dessinateurs, le bureau des dessinateurs. Parce que dans notre industrie, ça n'existe pas des machines pour tailler des pierres. Vous devez faire votre machine vous-même. Donc on avait des dessinateurs qui dessinaient des machines qu'on devait construire, pour les faire fonctionner. Et puis en bas, c'était ce qu'on appelait la mécanique. C'est-à-dire, vous aviez des treillis, des machins, des trucs, des treillis frappés. Et puis après, il y a le petit couloir. À droite, c'est pour se déshabiller, pour les ouvriers. À gauche, c'est pour les employés, on poue de vêtements. Et puis, la réception. Le premier étage, là-haut, ça commençait les bureaux. Le premier étage, c'était les bureaux pour les perles, et à gauche, pour les pierres synthétiques et les pierres précieuses. Vous pouvez imaginez le tonnage des coffres-forts. Vous pouvez imaginer, il ne faut pas imaginer des pierres précieuses comme ça, comme ça. Il faut imaginer des perles. Vous pouvez imaginer le poids. Nous, on parlait de tonnage. Donc, on avait des coffres-forts que, même vides, ils pesaient demi-tonnes. Et nous, on était obligés, à cause des assurances, hein, de renforcer le deuxième étage. Donc, vous pouvez danser, faire tout ce que vous voulez,
il est indestructible, ce bâtiment. J'ai eu une idée, peut-être vous allez vite dire, il est gaga, le mec. J'ai l'ouverture de votre spectacle. Je vous explique. Vous, vous êtes français, vous êtes suisse. Donc, la vallée de Joux, vous connaissez. L'horlogerie, vous connaissez. Vous connaissez les paysans, ils n'ont rien à foutre l'hiver. Et puis, ils jouent avec les composants. Parce que la base de Gaulet-Buchel, c'était ni les pierres, ni les perles, ni l'or, ni rien du tout. C'était les pièces détachées d'horlogerie. Et ils sont arrivés avec ça. Et c'est avec ça qu'ils ont fait du beurre pendant des cinquantaines d'années. Bien. Je vais vous donner l'anecdote pour que vous puissiez imaginer l'ouverture. Donc, un paysage noir. Comme ça. Il y a une petite lumière. C'est 4 heures ou 5 heures du matin. Et il y a un mec, il ouvre juste un petit peu le volet et il regarde la maison d'en face. La maison d'en face, la lumière s'allume. Et après un moment, il y a un type, il part. Et l'autre type, il regarde. Si il part à droite, c'est pour aller à Zurich. S'il part à gauche, c'est pour aller à Genève. Si lui, il va à Zurich, et ben l'autre, il va à Genève pour vendre ses machins. Vous voyez l'esprit ? L'esprit de la vallée de Joux. C'est ça, hein ? Mais moi, je l'ai entendu. Ils attendaient tous aux fenêtres pour voir combien aller à droite ou à gauche pour prendre l'autre direction pour pas se retrouver en même temps. Vous voyez ? C'est dingue, moi, je trouve. Ça m'est venu dans la tête. Mais quelle est la différence entre les montagnards et les citadins ? Ils sont vicieux, mais dingue. Ils espionnaient. Ils s'espionnaient en se disant « Merde, lui, il va à Berne, et ben moi, je vais à Lausanne. » Et c'est une histoire véridique. C'est de là-bas qu'est né Gaulet-Buchel. Vous pouvez marquer « Vallée de Joux » en grand. À mon avis, la base de tout ça, c'est ceux qui vivent aujourd'hui là-dedans et ceux qui ont vécu là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous vivez là-dedans, mais vous n'êtes pas du métier. Et nous, on a vécu ici, mais on avait un autre... Si vous arrivez à faire ça, ça va être super. J'entends vous montrer la scène dans les montagnes que je vous ai dit. Et puis, vous montrer après les perles. Et d'un coup, il y a une femme extravagante qui vient, une soprano ou je sais pas quoi, pour montrer qu'ici on fait du théâtre. Il y a encore une vérité là-dedans. Il y a monsieur Bruno Meyer, le monsieur des arts, qui a sponsorisé des peintres, je veux dire. Il y a même la vérité du lien. Dingue, non ?
bien tirer un petit billet au sort et lire à haute voix ce qui est écrit dessus. Zverbot, Berufsverbot. Basile. Basile. J'étais allé vendre des perles en Allemagne, une des premières fois. Je suis allé en... Une valise pleine de perles, ça pèse. Elles étaient en métal. Un peu comme des valises métalliques, qui ressemblaient un petit peu à ce que les gens qui sont dans le cinéma utilisent. Et quand elles étaient pleines de perles, elles pesaient facilement 30 à 40 kilos. Et moi, je suis arrivé en Allemagne, à Pforzheim, et je me rappelle, j'avais 4 valises. C'était à peu près 100 kilos. Alors bien sûr, j'avais un chariot, et puis il neigeait à Pforzheim. Et je me rappelle que je m'étais retrouvé sur un chemin avec mon chariot plein de... Et puis je devais descendre une rue parce que ma voiture était en bas. Et j'ai commencé à glisser, j'avais les pieds et je me suis cassé la gueule. Et heureusement, il y avait des gens qui m'aidaient à ramasser mes... Et ils pensaient que j'étais dans le cinéma. Enfin, ah, c'est des films. Oui, oui, c'est des... Mais j'avais peur. Parce qu'il y avait pas mal. Il y avait facilement 1 million de francs. Et les délégués qui travaillaient en Suisse, on en avait 3. Ils avaient régulièrement pour 400 500 000 francs de valises, de perles dans leurs valises. Il fallait avoir une bonne santé pour... Il fallait pas avoir mal au dos pour... Moi, je suis arrivé dans cette entreprise de façon tout à fait anachronique. Enfin, particulière, grâce à Monsieur Meyer qui avait un ami grec. C'était l'époque des colonels, et à cette époque, moi, je militais, j'étais gauchiste. Et j'avais un Berufsverbot, c'est-à-dire que je ne trouvais pas de boulot parce que j'étais gauchiste. Et puis un copain militant m'a dit, écoute, essaie chez Gaulet, tu auras peut-être une chance. Puis c'est comme ça que j'ai pu rentrer. J'étais rentré ici pour 1 année ou 2, je pensais, de façon alimentaire, et j'ai travaillé 27 ans. Vous pouvez tirer un petit papier, s'il vous plaît? C'est pas grave. Les Vaudois de la vallée de Joux. Basile. Merci. Ce qu'il y a d'étonnant avec Gaulet-Buchel, après la guerre, je veux dire quand tous les autres étaient fauchés, il y avait que, ouais. Je veux dire, ils se sont beaucoup développés parce qu'ils avaient de l'argent, du crédit. Ils pouvaient donner du crédit à leurs clients. Et beaucoup de leurs clients étaient des commerçants qui étaient ruinés après la guerre, donc qui avaient besoin de soutien de la part du fournisseur. Et Gaulet a bien joué à ça, a bien su jouer ce rôle. Il faut imaginer que c'est des gens qui viennent de la vallée de Joux, c'est des Vaudois. Il y en a un qui était un big boss, Monsieur Desprats, qui a beaucoup développé la société, qui est parti à l'étranger. C'est lui qui a ouvert Gaulet-Buchel vers l'Asie en particulier, le Japon, Hong Kong. Alors une fois, il m'a raconté, il est décédé à 94 ans, quelque chose comme ça. Il venait chez moi de temps en temps à discuter. Il me dit, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Moi, c'était moi le premier que je suis allé à acheter les perles. 1 mois de voyage en bateau. En Chine, le chinois, quand j'achetais, il me disait 3, moi je disais 1,5.
Ah, il voulait pas? Alors non, je partais. Le jour d'après, il venait me chercher 1,5. Il parlait pas d'anglais. Comme ça, il partait comme ça. Et ces gens-là qui ont développé la vallée de Joux à cette époque, ensuite ils ont ouvert des bureaux. C'est une génération de jeunes Suisses allemands qui sont venus comme M. Kurt Stoll, Anton Weder, il y avait Werner Schütz qui était un des premiers, qui était mon chef. Et puis encore Bruno Meyer. Lui, il a épousé la belle-fille de M. Desprats. Et il est devenu par mariage dans la famille. Et ces gens-là, ils ont engagé d'autres Suisses allemands, jeunes Suisses allemands, comme Félix Mögler, comme Anton Weder, enfin je vous dis des noms comme ça. Et tout ça, c'était des Suisses à cette période. Il faut imaginer que c'était des cadres qui avaient le sens pratique, qui étaient intelligents. Mais c'était avant la démocratisation des études, ils n'avaient pas fait l'université. Donc c'était une catégorie de managers qu'on ne retrouve plus maintenant. Alors et puis vous aviez, ça c'était la direction, et vous aviez au milieu quelques romans qui étaient des cadres intermédiaires, dont je faisais partie. Et puis en bas, à l'usine, il y avait tous les travailleurs immigrés, italiens, espagnols à l'époque, peut-être quelques portugais, mais à l'époque surtout italiens, espagnols. Donc, c'était un lieu où il y avait un mélange de culture, ça parlait en suisse allemand, ça parlait en italien, ça parlait avec l'accent vaudois, donc c'était vraiment assez... Merci. Vous pouvez tirer un papier et lire ce qu'il y a dessus. Merci. Fin Jean. Jean-Baptiste. Oui. Je vais vous dire la meilleure. La meilleure, c'est... Nous parlons de 2005. 2005. Mon odorat, il est tellement, mais tellement sensible. J'ai dit, cette boîte, c'est fini. Ces dirigeants actuels que je connais depuis 25 ans, c'est à foutre à la poubelle, ils peuvent aller se faire foutre, moi je vais pas crever là-dedans. J'ai dit, mais Jean, ça pue. Ça pue le garage, mais profond. Et toi, dans le garage, toi que tu as voyagé, toi qui tu as eu, ils vont draper. Là, j'ai pété les plombs. C'était la foire de Bâle. Donc, le plus grand salon d'exposition. Je finissais jeudi. Vendredi, burn-out. Je suis allé chez un psychiatre. J'explique un petit peu mon parcours. Il me dit stop. Burn-out, monsieur. Burn-out. Mais vous êtes cuit, monsieur, vous êtes cuit. Prends un papier indéfiniment. Alors, j'ai fait une année. D'un coup, j'ai dit, tiens, tu vas encore le faire chier, ce con. Prends le téléphone. Je lui dis, écoute, je suis guéri. Comment, Jean? Quoi? J'ai dit, j'ai guéri, je serai là lundi, qu'est-ce que je vais voir? Non, tu viens voir moi. J'arrive ici. Nous parlons maintenant de septembre. Septembre 2006. Septembre 2006, je suis à la retraite 1er mai 2007. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. J'arrive ici. Il me dit, voilà, tu es licencié, Jean. Ce con, cet imbécile, ce nul. Pas seulement ça, punition. Il me paye les 3 mois. 3 mois pour un type qui a fait 37 ans.
On me paye les 3 mois, j'ai pas le droit au bonus. Pour moi, c'est... Mais petit, mais peu... Non. Il voulait me punir. Con. Voilà qu'est-ce qui s'est passé. Quelqu'un d'autre souhaite encore entendre un texte? Oui. Le virtuel Véronique. Quand on allait dans la foire de Bâle, on faisait la foire de Bâle, vous êtes entouré de... Vous baignez dans ce monde de surplus, de luxe. Parce que pendant 10 jours, vous étiez dans un monde virtuel. Vous étiez dans des hôtels, vous mangez à l'extérieur. Et ben moi, en tant que mère de famille, je n'avais plus besoin de penser à mes enfants, à faire des courses, à faire le ménage. C'était 10 jours de rêve. Entouré de gens, voilà, de tous bords. Et puis des gens qui avaient de l'argent, des gens sympas, des gens cons aussi. Mais voilà, vous étiez pendant 15 jours dans un monde complètement virtuel. C'est quand même virtuel, je veux dire, tout ce qui est luxe, c'est du virtuel. Voilà. Mais nous, on vendait du rêve. Il n'y a pas 2 perles semblables. Il n'y a pas 2 perles semblables. C'est un objet unique. Je pense je ne sais pas si ça existe dans les perles, un ADN, mais je pense que chaque perle est unique. Ça, c'est clair. Comme chaque pierre est unique. C'est clair. Ouais. Mais nous, on vendait du rêve. Ces mondes très chers, c'est du rêve. Mais je pense l'homme a besoin de rêve. Dans n'importe quel milieu, dans n'importe quelle matière. Et puis ben voilà, ça fait partie du rêve aussi. Comment c'est arrivé? Ça a commencé, en fait sur le thème de mémoire. Sur trouver son thème de mémoire et moi j'étais parti sur le thème de la monstruosité. Du coup je me suis dit je vais me lancer là-dedans. Qu'est-ce que c'est la figure du monstre au théâtre? Et puis dans les entretiens avec Rita, tout ça, qui nous suivait dans la rédaction du mémoire, du coup elle creusait. Tu vois, pourquoi tu veux faire ça, tout ça? Je lui dis mais en fait parce que tout a commencé dans ma vie, dans mes inspirations. Tout a commencé quand j'étais éducateur spécialisé par une jeune fille qui s'appelait Nouria, etc. Et que finalement, cette notion de monstruosité, je l'ai rencontrée tout le long de ma carrière professionnelle. De mon début en sortant de chez mes parents, où j'ai commencé à travailler, la notion de monstruosité, elle m'a accompagné tout le long et c'est quelque chose que j'ai adoré. Et tu vois, c'est drôle parce que maintenant, à l'époque, je parlais de ce qui m'a accompagné dans ce parcours, c'est la monstruosité. Et en racontant le même parcours, je suis capable de dire que finalement, ce qui m'a accompagné là-dedans, c'est la rencontre avec les gens, le chemin pour les rencontrer. Comme quoi, en fait, l'histoire, elle est vraiment basée sur cette ligne. Donc au début, je me disais, en fait, j'aimerais penser cette notion du monstre qui m'intéresse, que j'ai rencontré chez les gens en tant qu'éduc. Comment on la pense au théâtre, quoi? Et puis à force, en fait, de travailler dessus, de décortiquer Artaud, tout ça, je me suis aperçu que c'était des trucs hyper philo-machin. Et j'étais en train de me perdre, et je l'ai dit à Rita. Et Rita, parce que je lui ai dit, mais je crois que c'est pas moi, je suis pas un mec de l'université. Je suis pas un mec qui sort de l'université et qui est sur des concepts. Et ça, c'est un concept, c'est une théorie en tout cas, c'est des concepts théoriques, quoi.
Et elle m'a dit, mais pourquoi tu reviens pas à quelque chose qui est plus proche de toi, puis de travailler sur cette notion sociale, théâtre, tout ça. Du coup, retrouver quelque chose qui revient vers les gens, vers un théâtre plus social, mais qui ne soit pas un théâtre amateur. Puis un jour, Frédéric Platzi me parle de Guy Alouchery, qui a repris un ancien puits de mine à Lens, et qui travaille sur la mémoire ouvrière, qui n'est pas du tout dans un théâtre amateur, mais qui essaie de retrouver, d'aller à la rencontre des gens pour construire avec et pour eux. Du coup, je lui dis, bon bah écoute, je veux le rencontrer absolument. Donc je pars en train, je m'arrête à Lens, et là il y a l'administrateur Guy Alouchery qui vient me chercher en voiture, et on va dans ce fameux puits de mine. Et moi je rencontre Guy à cet endroit-là, dans la grande salle, et il me sort une phrase, c'était la salle des pendus. Il me dit, des hommes dévitalisés comme des fantômes, et il continue. Et c'est là où il va me raconter un peu tout ce qu'il fait, comment, qu'est-ce que c'est l'éveillé, il me raconte toute cette méthode. En rentrant ici, j'ai dit, ok, je fais mon mémoire sur lui, sur ce mec, sur cette méthode, c'est hyper intéressant, ça me parle, c'était une révélation en fait. C'est que d'un coup, j'avais l'impression que quelqu'un m'avait donné les clés d'un théâtre qui soulevait des questions essentielles pour moi que je cherchais en fait. Donc, c'est ça en fait que j'aime, c'est toute cette démarche, ces trouvailles, c'est que au lieu de dire qu'est-ce que je vais faire, c'est de dire, moi j'ai envie de parler des gens, donc j'y vais. Et je prends tout, quand je les vois, je prends tout, la musique qu'il y a autour, ce qui arrive, à l'endroit où ils décident de faire les choses, mais tu prends tout. Donc c'est là où je me suis dit, mais moi je veux dire ça, je veux dire tout ça, tout ce que j'ai entendu, je veux le dire. J'ai fait des études de théâtre, c'est au moins pour essayer à faire ça, tu vois. Donc en fait, pour revenir à la question des gens, l'interprétation de la parole des gens, elle est venue après. Elle est venue sur le projet du monde paysan qu'on a fait avec Véronique à l'école, et après c'était une évidence. Mais voilà aussi pourquoi je cherche aussi à penser ce travail choral comme aussi un hommage. J'essaie de garder juste le mot hommage dans la tête, donc. Et je me dis que si je peux répondre à tout ça, à tout ce qu'on fait en disant que c'est un hommage, alors du coup je pense qu'on y arrivera. Donc ça va être de trouver le juste milieu où on peut faire entendre cette parole, trouver l'endroit où on se situe par rapport à eux, créer de l'émotion, rendre hommage. Et qu'à la fin on puisse dire, en fait, la parole vivante, c'est une super matière artistique et ça fait du bien dans un monde bavard. Ça fait du bien de l'écouter parce qu'en fait un monde bavard c'est un monde sourd. Quand ils sont partis d'ici, il y a un changement de la direction. Il y a de nouveaux administrateurs qui sont venus, dont un banquier, qui a repris, qui est devenu le président d'administration, qui a mis de l'argent, je pense, et puis ensuite il a vidé Gaulet-Buchel de sa substance pour essayer de lancer son projet de banque qui est en train de se casser la figure. Ils ont vidé et investi ça dans la finance, ouais. Et lui, le banquier, il venait de la construction. Il construisait des fenêtres. Et il est devenu... Il trouvait qu'il était mieux comme financier que comme entrepreneur. Alors bon, il a eu des succès, mais... Le résultat des courses, c'est que Gaulet-Buchel n'existe plus. Et... Il y a eu un virage là-dedans. Quand ils se sont mis en marketing, avec Swarovski aussi. Vous avez entendu parler de Swarovski? Swarovski, c'est celle qui fait tous ces animaux en cristal, là. Vous les voyez dans toutes les vitrines dans le monde entier, il y en a, hein. Son potentiel, c'était là. Et ils ont commencé aussi à faire du cubique zirconia. Et ils se faisaient une peu concurrence avec Gaulet-Buchel.
Alors, Golay-Buchel, les directions ils se sont mis d'accord de dire pourquoi on ferait pas une marketing ensemble, qu'on vende nos pierres dans le monde entier ensemble, on se fait pas concurrence. Bah, après, il y a toujours un principe que moi, je sais pas s'il est vrai, mais à toute façon, ça se réalise souvent. Le plus gros poisson, il mange le petit, hein. Ça, c'est dans la nature, hein. Ça commence de là, la même chose. Les petits poissons, ils sont mangés pour le brochet, ou bien pour la truite, et dans le travail, c'est la même chose. Et puis là, ça a commencé à dégringoler, et puis voilà. Puis il y a eu des trucs probablement dans la direction. Moi, exactement, je ne sais pas. Là, il y avait le banquier, qui comprenait rien. Il voyait seulement les chiffres et rien du tout de travail. Et tout ça a été fini. Bah alors là, ça m'a fait du mal. J'aurais jamais pensé une chose pareille. Jamais. Les autres, ils se sont peut-être sentis toucher le ciel avec un doigt. Et puis... J'étais d'accord sur le fait on vivait, on travaillait dans un monde qui était en train de finir. Le bijou, comme il était conçu, le rêve, ces valeurs absurdes, toujours plus cher, toujours plus grand. Le diamant de Liz Taylor. Et aujourd'hui, ben, c'est le vide. Aujourd'hui, d'accord, on n'a plus ça, on n'a plus de valeur. C'est juste d'un côté, je me dis pourquoi pas. J'ai vécu, ça fait partie du passé, ça que j'ai eu. Le fait qu'on a vécu une période d'excitation, qu'on pensait que c'était infini, qu'on aurait pu consommer, qu'on aurait pu consumer, qu'on aurait pu s'échanger, qu'on aurait pu avoir plus et trouver toujours plus cher et toujours plus beau. Et c'était aussi la jeunesse, c'était comme une drogue, c'était être, vivre très fort, très intensivement, c'était partir. C'était fort, partir, aller au Japon, aller sur une île, avoir des cultures de perles, s'entendre avec les Japonais, et la journée après rentrer ici ou être en Italie, c'était excitant, J'avais même pas le temps de m'en rendre, de consommer, de me rendre compte si c'était pour l'argent ou pas. C'était simplement vivre, c'était l'anxiété de vivre et même d'être un peu fou. Alors tout ça, c'est personnel. J'ai eu des grandes amitiés, j'ai eu des sentiments très très forts, j'ai eu des moments de symbiose avec des gens, parce qu'on aimait les mêmes choses. Même avec Jean, oui, des fois on n'était pas d'accord, oui, on se battait parfois pour certaines choses, pour certains produits, mais on avait le même style de vie. On aimait les mêmes choses, on aimait réussir à être créative. On allait à la foire de bal, on faisait la foire de bal. Là-bas, on était les premiers, on était les meilleurs. Tout le monde venait nous parler, tout le monde venait nous demander un conseil, tout le monde venait nous dire « Ah, Attilio, est-ce que tu as une minute? Écoute, est-ce que j'aimerais faire ci? Est-ce que j'aimerais acheter ça? Qu'est-ce que t'en penses ?» C'était des bijoutiers, c'était des grossistes, c'était des copains.
moi j'ai eu l'atelier ici presque 10 ans. Et puis on a travaillé comme... on a fait tous les petits boulots ici en fait. Parce que comme on était amis avec monsieur Bruno Meyer, qui était le directeur général, qui était notre mécène et notre collectionneur, donc c'est grâce à lui que j'ai eu l'appartement ici pendant 10 ans, à condition que j'y habite pas et que je dorme pas. Mais sinon, oui, avant, donc de 80 à, disons, je suis arrivé ici en 89, prendre l'atelier. Et les 9 années avant, on a fait tous les petits boulots ici. Mais les employés étaient... on était un peu des gens bizarres pour eux, parce que quand on travaillait ici, en général vers 10h, on allait boire le café dans le bureau du directeur, et donc il y en a qui ont peut-être dû fantasmer qu'on était espions, ou, parce qu'on connaissait tout pour finir, tout ce qui se passait dans la maison. Puis on avait aussi un rapport, on nous avait acheté des œuvres sur le budget de Gaulet-Puchel pour mettre dans les bureaux de certaines collaboratrices qui étaient... Des secrétaires de direction. Donc elles avaient des tableaux de nous dans leur bureau, quoi. Donc je ne sais pas si elles aimaient, mais elles étaient obligées en tout cas. Non, c'était un vrai mécène, ouais. Mais on devait quand même pointer. Et puis, à la fin, ici, il y avait beaucoup d'espace vide, en fait. Et ouais, il y avait beaucoup de cartons, ils ont proposé plein de boîtes. Ouais, c'était tout douchny. Mais par contre, c'était un très très bel espace et ça faisait vraiment envie. Ça faisait. Et puis nous, on était en plein dans nos histoires de centres d'art contemporain comme ça, et on se disait ce serait génial de faire un lieu d'art ici, quoi. Sauf que c'était pas la mode de venir. Enfin, c'était un quartier pourri, Malais. Hein. Donc, c'est vrai qu'on n'aurait jamais imaginé que la manufacture s'installe ici, quoi.